Salut les investisseurs intelligents, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est consécutive à celle de la semaine dernière. On va donc poursuivre à parler de la banque, du dossier de banque et voir un petit peu quelles sont les adaptations qu'il faut faire en 2023 car les choses ont changé. On n'est plus comme en 2020 ou 2021 où les banques prêtaient beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit s'armer d'un peu plus d'éléments, factuels pour justement arriver à sortir un crédit dans de très bonnes conditions et voir enfin naître notre premier ou deuxième ou troisième investissement locatif. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que les banques ne font quasiment plus de prêts à 110%. Vous savez, le fameux prêt à 110% qui incluait les frais de notaire directement dans la transaction. Il apparaît donc nécessaire qu'aujourd'hui, on fasse des actes en main de manière systématique. L'acte en main, c'est quoi? C'est lorsque vous vous êtes mis d'accord avec le vendeur pour une transaction à 200 000 € pour un bien immobilier. À 200 000 €, vous allez avoir 8% de frais de notaire en plus. Donc, vous allez payer le bien 200 000 fois 8%, ça fait 16 000 €. Donc, vous allez payer le bien 216 000 €. Et bien, vous dites au vendeur, écoutez, le bien immobilier, on l'a négocié tous les deux à 200 000 €. Moi, je vais vous l'acheter 216 000 € et avec les 16 000 € en plus, vous allez payer de votre côté les frais de notaire. C'est ce qu'on appelle l'acte en main. Vous allez donc acheter le bien à 216 000 € et le banquier va voir que vous demandez un financement à 216 000 €, mais il ne voit pas qui paye les frais de notaire parce que pour lui, par habitude, c'est toujours l'acheteur qui paye les frais de notaire. Sauf que là, ce qu'il ne sait pas, c'est que comme vous avez fait un acte en main, les 16 000 € sont déjà inclus dans le prix. Il est donc impérativement, et là j'en arrive à un point complémentaire, c'est que vous devez impérativement signer votre compromis de vente avec un notaire. Un agent immobilier qui signe un compromis de vente ne peut pas insérer une clause d'acte en main. Seul un notaire peut le faire. Donc vraiment ici, je vous le répète une troisième fois, vous devez signer le compromis de vente avec votre notaire et pas avec un agent immobilier. Attention, bien souvent, les agents immobiliers vous mettent un petit peu la pression pour signer vite, sinon ils peuvent vous dire que vous pouvez rater la vente, etc. etc. Ce qu'ils veulent, c'est empocher leur commission le plus rapidement possible. Sauf que ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas pouvoir insérer d'acte en main et les 16 000 € dans le cas d'un investissement à 200 000 € vont devoir être sortis de votre poche directement. Et si vous ne les avez pas, eh bien votre projet ne pourra pas naître et c'est quand même bien dommage. Donc, vous devez signer votre compromis de vente et faire en sorte que votre notaire va un petit peu se bouger pour dégainer une place dans son agenda assez rapidement pour que le notaire de l'acheteur et le notaire du vendeur puissent se rencontrer afin de pouvoir signer avec vous et l'agent immobilier le compromis de vente. Mais souvent, l'agent immobilier, c'est beaucoup plus simple pour lui de réunir acheteur, vendeur et lui parce que les plages horaires sont beaucoup plus disponibles que faire se rencontrer deux notaires qui ont un agenda qui déborde et pour lesquels il va être compliqué de faire matcher deux dates de manière assez rapide dans leur agenda. Également, de plus en plus souvent, les banques demandent de mettre un apport alors qu'avant, ça n'était pas forcément obligatoire. Mais pourquoi est-ce que les banques demandent un apport? Elles demandent de mettre un apport pour couvrir une part de risque. Lorsque la banque vous demande de mettre 20% d'apport, c'est pour qu'elle ne vous finance le capital que sur les 80% restants. Donc dans le cas d'un investissement à 200 000 €, les 20% correspondent à 40 000 €. Donc vous demandez à la banque qu'elle vous finance finalement que 160 000 €. Mais dans le cas d'un prêt hypothécaire, sauf que la banque sait très bien que si elle vous finance 80%, donc 160 000 € et que vous avez mis 40 000 € d'apport, en cas d'accident de crédit et de reprise par la justice de votre bien immobilier, il sera plus facile de reprendre que 160 000 € sur un bien qui en vaut véritablement 200 que en reprendre 200 sur un bien qui en vaut peut-être 200 mais qui peut partir sous le coup du marteau du juge à 180 000 €. C'est pour ça qu'elle vous demande 20% d'apport. D'où l'importance ici de toujours bien négocier le bien et d'arriver à prouver à votre banquier que le bien que vous achetez 200 000 € en vaut réellement 220 ou 240. Et c'est ici très important d'avoir des avis de valeur et d'en avoir au minimum 3. Pourquoi pas un d'un agent immobilier, un autre d'une autre agence immobilière, mais là c'est pas forcément facile, et pourquoi pas un troisième de la part de votre notaire qui est tout à fait apte à donner un avis de valeur. Un avis de valeur, c'est quoi? C'est un papier qui va prouver de manière factuelle la valeur du projet que vous souhaitez faire financer par votre banque. Et l'agent immobilier peut très bien expliquer sur cet avis de valeur le texte suivant. Au regard de notre expérience et de notre existence dans ce quartier, je peux vous affirmer que au 25 de la rue Saint-Jacques, l'appartement T2 qui est vendu au prix de 200 000 € en vaut réellement 240 ou 250 000 €. En général, les agents immobiliers n'ont pas beaucoup de mal à rédiger ce genre de document car ils savent que ça aide à obtenir le crédit. Et le notaire, pareil, il n'a pas de mal à rédiger un tel document car il sait que ça aide à obtenir le crédit et donc à ce que l'acheteur puisse lui payer les honoraires. Donc,
ça ne pose absolument de problème à personne. Et pour le banquier, c'est un document qui permet de dire à la banque, bah, écoutez, voilà, si votre appartement en vaut 240 et que vous me demandez 200 000 € de crédit, dans ces cas-là, je ne vous demande pas les 20% d'apport, car l'apport que je ne vais pas vous demander est en fait là, puisqu'il est dissimulé dans la véritable valeur du bien. Donc c'est ici une technique très pointue que je vous donne et qui est vraiment extrêmement forte lorsque vous êtes confronté à des banquiers qui vont vous demander de l'apport. Mais vous devez, quoi qu'il arrive, avoir toujours des avis de valeur avec vous, même si la banque est prête à vous financer à 100%. Si vous faites une autre banque et que celle-ci ne vous finance que 80% parce qu'elle vous demande 20% d'apport, vous allez avoir les documents qui vont être là, qui vont être factuels, que vous allez pouvoir lui montrer pour qu'il n'ait plus à vous demander les 20% d'apport. En revanche, si vous souhaitez mettre de l'apport dans votre opération immobilière pour pouvoir dégager peut-être plus de cash flow, alors cet apport, vous pouvez le nantir. C'est-à-dire que cet apport sera nanti, sera bloqué sur un contrat d'assurance vie au profit de la banque et la banque pourra aller se servir dans ce nantissement si jamais vous rencontrez un accident de crédit. Mais au moins, ça vous permet de vous obtenir un financement à 100% et les 20% sont bloqués à la banque. Et surtout, demandez toujours une main levée automatique sur ce nantissement au bout de 5 ans, car en général, lorsqu'on fait un crédit sur 25 ans, au bout de 60 mois, donc 5 ans, on a déjà largement remboursé au minimum 20% de capital. Il est donc important de négocier une durée de fin de ce nantissement à laquelle il y aura une main levée automatique qui vous permettra de toucher donc cet argent que vous avez placé, qui aura en plus de cela perçu des intérêts. C'est donc ici très intéressant, car cet argent aura travaillé, il sera peut-être passé de 50 à 60 000 € et vous pourrez donc injecter 60 000 € en nantissement pour une future opération, etc. et faire une sorte d'effet boule de neige. Et une autre chose qui a changé, c'est la durée d'emprunt. Aujourd'hui, il est plus difficile qu'avant d'emprunter sur 25 ans, mais ça reste toujours possible en bricolant avec votre banquier. Ce que je dis par bricoler avec le banquier, ça veut dire simplement, s'il vous fait un crédit sur 20 ans, essayez de négocier 22 ans plus 2 ans de différé. Ça fait 24 ans en tout et on est quasiment aux mêmes conditions qu'avec du 25 ans. Ça fait partie des petits ajustements que vous pouvez voir avec votre banquier pour qu'il vous facilite les choses. Le but du jeu, c'est de vous dégager du cash flow. C'est d'avoir donc un crédit qui va être le plus bas possible par rapport à un loyer fixe et c'est cette différence qui va venir créer du cash flow positif. Cash flow que vous pouvez peut-être placer dans votre banque sur un contrat d'assurance vie de manière trimestrielle pour venir augmenter cette enveloppe et le faire travailler. C'est bon pour le banquier, c'est bon pour sa prime, c'est bon pour vous, pour vos finances et c'est surtout bon pour vous faire obtenir un crédit dans les meilleures conditions. Et enfin, une autre astuce pour avoir un crédit sur 25 ans, c'est d'invoquer la résidence principale. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous habitez dans une ville et que vous cherchez à acheter un appartement dans une ville voisine, vous pouvez très bien dire à votre banquier, voilà, écoutez, je voudrais acheter ma nouvelle résidence principale dans ce bien-là. Même si vous avez déjà un crédit pour une résidence principale actuellement en cours, eh bien, ça n'est pas grave. Le banquier peut très bien comprendre que vous allez avoir une nouvelle résidence principale parce que vous déménagez et que vous souhaitez mettre en location votre résidence principale actuelle. Personne n'ira vérifier si vous avez vraiment déménagé ou pas, mais une fois que vous avez l'argent qui est versé et que vous avez justement acheté ce nouvel appartement, le banquier ne changera pas ses conditions si finalement vous avez décidé de rester dans votre résidence principale première et que vous avez choisi de mettre en location votre appartement. C'est toujours l'exemple que je prends. Admettons, vous avez une personne qui vit dans un appartement, par exemple, vous avez le 3e étage, vous avez 2 appartements sur le palier. Vous avez acheté un appartement pour en faire votre résidence principale. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'en faisant les travaux et en aménagement de votre appartement, vous êtes tombé amoureux ou amoureuse du voisin de palier et vous avez décidé de faire votre vie avec cette personne et vous allez habiter dans son appartement et pas dans le vôtre. Bon écoutez, personne ne va venir toquer à la porte pour dire finalement, est-ce que vous habitez dans votre résidence principale? Non, j'habite avec madame ou j'habite avec monsieur. Et donc, voilà, écoutez, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Vous n'êtes pas dans l'illégalité. C'est pas parce que vous avez fait un crédit de résidence principale que vous devez impérativement vivre dans le bien pour lequel vous avez sollicité un crédit en résidence principale. Là où il peut y avoir un problème, c'est par rapport au prêt à taux zéro. Dans ce cas-là, je vous conseille de ne pas faire de prêt à taux zéro. Ce sera plus intéressant et ça vous évitera différents ennuis. Voilà chers amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter la vidéo si elle vous a plu et à me poser des questions en commentaire, je me ferai une immense joie d'y répondre. En attendant, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!